Nous sommes de retour pour couper à travers le bruit et vous dire ce qui a vraiment fait bouger les marchés cette semaine. Oubliez ce que vous avez entendu sur CNBC, Bloomberg ou ces podcasts financiers en vase clos. Ce n'est pas deux journalistes économiques qui discutent. Et non, nous n'interviewons pas un milliardaire de hedge fund. C'est tout autre chose. C'est un débrief brut, en temps réel, entre deux IA, toutes deux formées par un ancien gestionnaire de portefeuille institutionnel, qui décode ce qui a vraiment agité les marchés mondiaux. Les actions mondiales ont flambé cette semaine. Le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux records, portés par un ralentissement surprise de l'inflation américaine et des paris quasi certains sur une baisse des taux de la Fed le 29 octobre. L'Europe a suivi avec des indicateurs PMI repassant en zone d'expansion et un regain de confiance des consommateurs, tandis que le Royaume-Uni s'est distingué par des ventes au détail robustes. En Asie, le Japon a bondi grâce à la stabilité politique et aux espoirs de relance budgétaire, même si le yen s'est affaibli vers 153 par dollar. La Chine, elle, a progressé sur l'optimisme technologique malgré une demande intérieure toujours fragile. L'ambiance ? Résolument risk-on, mais reposant sur une foi fragile en la bienveillance des banques centrales. Avant de courir après la prochaine opportunité ou le trade macro du moment, pause. Décortiquons ce que les données murmurent, pas seulement ce que les gros titres crient. Aimez, partagez et abonnez-vous si vous voulez des analyses réelles, pas des reprises recyclées. Et restez jusqu'à la fin, car nous dévoilons les 5 risques globaux majeurs qui pourraient surprendre les marchés la semaine prochaine. À ne pas manquer. Semaine explosive sur les places financières mondiales. On a vu les indices grimper un peu partout, hein. Ah oui, tout à fait. C'est comme si, d'un coup, les investisseurs avaient décidé d'ignorer les nuages géopolitiques, certaines données éco encore un peu fragiles. Comment on explique ça, cette euphorie apparente? Justement, C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Au menu, un panorama complet des marchés clés, États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Japon, Chine. On va chercher les vrais moteurs derrière tout ça, notamment ce fameux ralentissement de l'inflation américaine et puis les paris sur les banques centrales. Ensuite, on se projettera sur la semaine prochaine. Elles annoncent capital avec une avalanche de décisions, d'indicateurs. oui, une semaine très dense. Et pour conclure, on identifiera les 5 points chauds, les 5 zones de friction que tout investisseur devrait avoir sur son radar. Alors, on y va. Entrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a vraiment mis le feu aux poudres sur les marchés cette semaine? Effectivement, la tendance générale est à la hausse, c'est assez net. Oui. Mais attention, ce n'est pas une vague uniforme. Elle repose sur des piliers bien distincts. Le premier, c'est ce chiffre d'inflation aux États-Unis. Ah oui, Un peu plus doux qu'attendu. Et ça a immédiatement ravivé les espoirs d'un geste de la Réserve fédérale américaine. C'est l'élément déclencheur principal, je dirais. le fameux CPI de septembre. Exactement. Plus 3,0% sur un an, c'était juste sous les 3,1% qui étaient anticipés. Et l'inflation sous-jacente, la core, est là aussi légèrement fléchie. Ça donne du grain à moudre, tu vois, au scénario de désinflation progressive. Et le marché a réagi au quart de tour, n'est-ce pas? Ah oui, Les probabilités d'une baisse de taux de la Fed dès la réunion du 29 octobre, elles ont grimpé en flèche. c'est ça. Le marché évalue maintenant à 97% la probabilité d'une baisse d'un quart de point. Énorme. Ce serait la deuxième baisse cette année, donc un signal fort si ça se concrétise. Mais attention, hein, ce n'est pas le seul facteur. Non, bien sûr. Il y a aussi les attentes politiques, notamment au Japon avec le nouveau gouvernement, en Chine avec les orientations du 4e plénum. D'accord. Et bien sûr, la saison des résultats aux États-Unis, faut pas l'oublier. Justement, parlons des États-Unis plus en détail. Les indices S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, tous bien progressé, autour de 2%. C'est ça. Même les plus petites entreprises, le Russell 2000, ont suivi avec plus de 50%. C'est généralisé alors. Oula! En apparence, oui, en surface. Mais si on gratte un peu, la situation est plus complexe. Ce chiffre d'inflation qui rassure, bon, c'est une chose. On a aussi vu un indice d'activité économique, le PMI Composite, bondir à 54,8 en octobre, Ah oui, hein. son plus haut depuis mars, tiré par les services. Ça suggère une économie qui résiste plutôt bien en fait. Pourtant, on entend beaucoup parler d'une divergence. Une divergence énorme au sein même du marché américain, surtout avec les résultats d'entreprise. C'est le point crucial, absolument. Les Magnificent Seven, bon, les géants de la tech américaine, Apple, Microsoft, Amazon et compagnie, Oui. eux, ils sont sur une autre planète. Leurs bénéfices attendus sont en hausse de près de 15%. 15%! Oui, c'est plus du double du reste de l'indice S&P 500. Incroyable.
C'est vraiment cette locomotive technologique qui tire une grande partie de la performance globale. On voit déjà là, tu vois, cette tension entre une image macro, le S&P 500 monte, et une réalité micro beaucoup plus concentrée. Donc une force incroyable concentrée dans quelques titres, qui masquent potentiellement des faiblesses ailleurs. C'est ça. Exactement. C'est le cocktail américain actuel. Une inflation qui semble se calmer, l'espoir d'une Fed plus accommodante, et puis cette puissance spectaculaire des méga-caps tech. Ce troisième ingrédient est essentiel pour comprendre l'ampleur de la hausse. Il y a aussi ce mouvement intéressant sur les taux obligataires. Oui. Les taux courts montent. Ça reflète l'idée d'une baisse de taux imminente. Mais le taux à 10 ans, lui, il baisse. Ah, Ça signale une incertitude persistante sur le long terme. Le marché obligataire, lui, nous raconte une histoire un peu moins euphorique, disons. intéressant. Passons à l'Europe. Là aussi, les indices sont dans le vert. Le stock 600 gagne 1,68%, l'Allemagne et l'Italie suivent. Oui. Seule la France semble un peu à la peine avec le CAC 40 à plus 0,63%. Qu'est-ce qui explique cette dynamique européenne? L'Europe montre des signes encourageants, c'est vrai. Ces fameuses pousses vertes. L'indice PMI composite pour la zone euro est remonté à 52,2. Mhm. Son meilleur niveau depuis mai 2024. C'est tiré par les services, mais, fait notable, l'industrie manufacturière touche enfin la barre des 50. Ah, enfin. Oui, la barre qui sépare contraction et expansion. Le moral des consommateurs s'améliore aussi, donc un tableau globalement plus positif. Mais avec cette divergence française, notable quand même. L'activité économique en France s'est contractée pour le 14e mois d'affilée. C'est ça. Comment interpréter ce décalage au sein même de la zone euro? C'est un rappel un peu brutal que la reprise européenne est loin d'être homogène. Clairement. La faiblesse française persistante, ça soulève des questions sur des problèmes structurels spécifiques, ou peut-être une sensibilité plus forte au contexte global, je ne sais pas. Mais c'est l'ombre au tableau européen. Et c'est un vrai casse-tête pour la Banque centrale européenne, la BCE, qui doit fixer une politique monétaire unique pour des économies aux trajectoires si différentes. Hmm. Là encore, on retrouve cette tension entre le macro, la zone euro va mieux, et le micro, la France souffre. La réunion de la BCE cette semaine sera donc particulièrement intéressante pour voir comment elle gère ce grand écart. Absolument. Elle doit naviguer entre ces signaux contradictoires, soutenir l'activité sans relancer l'inflation, tout en tenant compte de ses fragilités nationales. L'exercice est délicat. Cap sur le Royaume-Uni maintenant, qui a carrément surperformé le continent. Le FTSE 100 en hausse de plus de 3%. C'est, Impressionnant. oui, une performance solide, très solide même. Sur le plan macro, l'inflation globale reste stable à 3,8%, mais l'inflation core recule un peu, à 3,5%. C'est ça. Mais le chiffre vraiment surprenant, ce sont les ventes au détail. Plus 0,5% en septembre, c'est le 4e mois de hausse consécutive. Le consommateur britannique semble tenir bon. C'est assez remarquable, oui, surtout dans le contexte actuel. Cette résilience de la consommation, combinée à l'inflation sous-jacente qui commence à céder du terrain, ça donne des munitions à ceux qui anticipent un pivot de la Banque d'Angleterre, la BOE. Ah, Elle pourrait avoir plus de marge de manœuvre pour baisser ses taux, peut-être même dès décembre, sans craindre d'étouffer complètement l'économie. C'est un contraste intéressant avec la situation en zone euro. donc le message clé pour le Royaume-Uni, c'est cette résistance du consommateur qui pourrait ouvrir la porte à un assouplissement monétaire plus rapide que prévu. C'est un des facteurs de soutien majeurs pour les actifs britanniques en ce moment, oui. Le consommateur, malgré tout, continue de dépenser, apparemment surtout pour l'or et les produits technologiques, ce qui alimente cette performance boursière. Très bien. On traverse le globe, direction l'Asie. Le Japon a connu une semaine faste. Le Nikkei 225 prend plus de 3,6%. Le Topix suit. Qu'est-ce qui a déclenché cette envolée? Alors là, le principal moteur est politique. Ah oui? La nomination de la première ministre Takaichi, son discours pro-croissance, et puis la confirmation de la coalition au pouvoir. Ça a visiblement rassuré les investisseurs. D'accord. Et puis, s'ajoute à cela l'espoir d'un nouveau plan de relance budgétaire à court terme. C'est un classique, l'espoir de soutien budgétaire qui dope les actions. Exactement. Mais il y a un revers à cette médaille, et il est de taille, c'est le yen. Ah, le yen. La devise japonaise a continué de chuter. Elle a frôlé les 153 yens pour $1. C'est une faiblesse très, très marquée. Cible de 2% de la Banque du Japon, la BOJI. Tout à fait. Normalement, ça plaiderait pour une hausse de taux, non? Logiquement, oui. Mais le contexte politique a changé la donne. Avec la transition en cours, l'accent mis sur la croissance, le marché parie désormais que la BOJI va attendre.
Attendre. Probablement jusqu'en décembre, avant de resserrer sa politique. C'est un arbitrage assez clair, hein. On privilégie le soutien à l'activité et aux actions, même si ça signifie laisser le yen s'affaiblir davantage. C'est un pari un peu risqué à terme, non? Potentiellement. Une devise trop faible, ça peut poser d'autres problèmes, hein. L'inflation importée, le pouvoir d'achat. Bien sûr. Mais pour l'instant, le marché action japonais semble apprécier cette clarté politique et l'espoir de relance, quitte à accepter la faiblesse du yen comme un mal nécessaire, disons. Terminons ce tour d'horizon mondial en Chine. Les marchés chinois ont aussi affiché de belles performances. CAC 300, Shanghai et le Hang Seng à Hong Kong, tous en hausse de plus de 3%. Oui, bonne semaine aussi là-bas. Quels sont les moteurs? On peut identifier deux éléments principaux. D'abord, un certain optimisme retrouvé sur le secteur technologique, qui avait beaucoup souffert. Mhm. Ensuite, les orientations politiques définies lors du récent 4e plénum. Pékin a martelé son ambition de renforcer l'autosuffisance technologique, la puissance manufacturière, tout ça dans le cadre de la préparation du 15e plan quinquennal. Ça donne une vision à long terme. Une vision stratégique claire, d'accord. Oui, c'est certain. Mais la réalité économique à court terme, elle est plus mitigée. Le PIB du 3e trimestre était solide, à plus 4,8% sur un an. Ça maintient la Chine sur la trajectoire de son objectif annuel d'environ 5%. C'est un point positif. Cependant, les chiffres de la demande intérieure, ils semblent toujours à la peine, non? C'est là que le bas de blesse, exactement. Les ventes au détail n'ont progressé que de 3,0% sur un an. C'est faible. C'est faible pour un moteur de croissance aussi crucial. Et pire encore, l'investissement en capital fixe, hors secteur rural, a même reculé de 0,5%. Ah, carrément. Ça montre une vraie frilosité des entreprises, des ménages à dépenser et investir. La seule note vraiment positive du côté des données récentes, c'était la production industrielle alors? Oui, elle a bondi des 6,5%, probablement soutenue par la résilience des exportations. Donc, pour résumer, la Chine, une stratégie à long terme ambitieuse, réaffirmée, mais une croissance actuelle tirée par l'industrie et l'export, tandis que le moteur de la demande intérieure, il tout saute toujours sérieusement. Hmm. C'est vraiment la pièce manquante pour une reprise solide et auto-entretenue. Ce tour du monde montre bien ça. Des marchés globalement orientés à la hausse, oui, mais avec des moteurs et des fragilités très différents d'une région à l'autre. Tout à fait. Et la semaine qui arrive s'annonce particulièrement chargée pour tester cet optimisme. Absolument. La semaine du 27 au 31 octobre, c'est une semaine charnière, c'est le mot. Les projecteurs seront braqués sur les décisions de 3 banques centrales majeures. 3 d'un coup. Oui. La Fed américaine mercredi, la BCE jeudi et la Banque du Japon également jeudi. 3 géants qui vont potentiellement ajuster leur politique monétaire en même temps. C'est rare et ça aura forcément des répercussions partout. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une salve de chiffres économiques majeurs. Exactement. En parallèle, on aura les premières estimations du PIB du 3e trimestre. Ah oui. Pour les États-Unis, jeudi. Et pour les principaux pays de la zone euro, France et Allemagne notamment, également jeudi. Ces chiffres vont donner une image plus claire de la santé économique réelle à la fin de l'été, début de l'automne. C'est une concentration d'informations critiques en quelques jours. C'est ça. Quels sont les autres indicateurs à ne pas manquer? Alors, aux États-Unis, il faudra surveiller la confiance des consommateurs, les prix immobiliers mardi, mais surtout l'indice d'inflation PCE vendredi. La mesure préférée de la Fed. Voilà. Donc elle sera scrutée à la loupe pour confirmer ou infirmer le signal du CPI. Et en Europe? L'agenda est aussi bien rempli. Le climat des affaires IFO en Allemagne dès lundi, la confiance GfK mardi, et puis les premières estimations d'inflation pour octobre dans plusieurs pays et pour l'ensemble de la zone euro entre jeudi et vendredi. De quoi affiner les attentes sur la BCE. D'accord. Et un dernier point sur la Chine? Oui, vendredi, on aura l'indice PMI manufacturier officiel pour octobre. Ce sera le premier indicateur majeur depuis le plénum. Il donnera une idée de la dynamique industrielle réelle après les grandes déclarations politiques. Il faut aussi mentionner ce facteur d'incertitude aux États-Unis, ce shutdown gouvernemental, non? Ça peut perturber. Tout à fait, c'est une bonne remarque. Ce blocage pourrait retarder la publication de certaines statistiques clés, y compris potentiellement le PIB ou le PCE. Ah oui, quand même. Ça ajoute une couche de brouillard à un moment où les marchés cherchent justement de la clarté. Ça pourrait même influencer la communication, voire la décision de la Fed. Qui sait? Dans ce contexte extrêmement dense et un peu flou avec ce shutdown, quels sont les principaux points de friction, les risques majeurs à surveiller pour la semaine prochaine, si on devait en identifier 5? D'accord. 5 risques clés. Le premier, c'est évidemment la décision de la Fed mercredi.
La question clé, va-t-elle livrer cette baisse de taux d'1/4 de point que le marché attend avec quasi-certitude? 97% de probabilité, c'est énorme. Oui. Ou est-ce que l'incertitude liée au shutdown et peut-être des données économiques finalement pas si faibles, comme le PMI, est-ce que ça la poussera à la prudence et à reporter? Une non-baisse serait une grosse surprise pour les marchés. Deuxième point de vigilance. Les chiffres du PIB, jeudi, des deux côtés de l'Atlantique. Une surprise à la hausse aux États-Unis pourrait remettre en question le scénario de ralentissement, compliquer la tâche de la Fed. À l'inverse, une mauvaise surprise en Europe, notamment si la faiblesse française contamine d'autres pays, pourrait raviver les craintes de récession. Ces chiffres vont vraiment tester la perception de la résilience économique. Le troisième risque est lié à l'inflation américaine avec le PCE vendredi. C'est ça. Exactement. Le CPI a rassuré. OK. Mais le PCE, c'est l'indicateur fétiche de la Fed. S'il confirme le ralentissement, bon, tout va bien pour le scénario actuel. Mais s'il ressort plus élevé qu'attendu, Aïe. s'il montre des pressions inflationnistes plus persistantes, notamment dans les services, là, ça pourrait sérieusement doucher l'optimisme et remettre en cause les anticipations de baisse de taux. C'est un chiffre potentiellement explosif en fin de semaine. Quatrième point chaud. Le Japon. Oui, la décision de la Banque du Japon jeudi. Si, comme attendu, elle reporte sa normalisation monétaire à décembre, ça pourrait continuer de soutenir les actions japonaises. C'est le scénario de base. Mais le risque, c'est que cela accélère encore la chute du yen. Jusqu'où le marché acceptera-t-il cette faiblesse de la devise sans commencer à s'inquiéter des conséquences? Inflation, stabilité financière, c'est un équilibre de plus en plus précaire. Et enfin, le cinquième risque nous ramène en Chine. Le PMI manufacturier chinois, vendredi, c'est le test de la réalité après les discours politiques. Verra-t-on un frémissement positif, un signal que la confiance revient, que les usines tournent un peu plus? Ou pas. Ou est-ce que la faiblesse persistante de la demande intérieure, qu'on a vue dans les ventes au détail, l'investissement, est-ce que ça continuera de plomber l'activité manufacturière? Ce chiffre donnera une première indication de la trajectoire économique chinoise post-plénum. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, on a des marchés qui naviguent sur une vague d'optimisme, portés par l'espoir d'une inflation qui se calme enfin, de banques centrales qui pourraient devenir plus accommodantes, et par quelques facteurs politiques spécifiques, comme au Japon. C'est un peu ça. C'est l'image en surface, oui. Mais juste en dessous, la question de la demande finale, elle reste un défi majeur et non résolu. On le voit en Chine, de manière flagrante, mais aussi avec les divergences en Europe, le cas français, et même aux États-Unis, si on regarde au-delà des performances éclatantes des géants de la tech. Ce moteur de la demande, il peine à redémarrer de façon synchronisée et robuste. Donc, la semaine qui s'ouvre, elle a tout d'un potentiel point de bascule. On peut dire ça? Potentiellement oui. Point de bascule, c'est bien dit. Les décisions des banques centrales, les chiffres macro-clés, PIB, PCE, ils pourraient soit valider l'optimisme ambiant, peut-être même l'amplifier à l'approche de novembre, soit au contraire le refroidir brutalement. Et donc? Si les données déçoivent, ou si les banques centrales se montrent plus prudentes qu'anticipées, la volatilité, qui semble un peu endormie là depuis quelques jours, Oui, c'est vrai. elle pourrait faire un retour remarqué. Le calme actuel pourrait être trompeur. Voilà pour cette exploration en profondeur des marchés cette semaine. Un paysage complexe, on le voit, plein de contrastes et à la veille de moments décisifs. On se retrouve très vite pour analyser la suite des événements. Une dernière réflexion peut-être pour la route. On parle beaucoup des décisions attendues des banques centrales, des chiffres d'inflation, du PIB. C'est normal, c'est crucial. Parler. Ce fossé qui se creuse entre les grandes manœuvres macroéconomiques, politiques, monétaires, plans de relance globaux et les réalités microéconomiques qui sont de plus en plus hétérogènes. Intéressant. Pensez à cette fracture aux États-Unis entre la tech et le reste, ou à l'Europe avec la France qui décroche. Est-ce que ces tensions internes, ces réalités économiques divergentes au sein même des grandes zones, est-ce qu'elles ne pourraient pas finir par créer des points de rupture inattendus, indépendamment des décisions des banquiers centraux? C'est peut-être là que se cache le prochain signe noir. Ou blanc, qui sait? À méditer. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA,
mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.